Le 31 octobre 1974, Ronald O'Brien prépare le déguisement d'Halloween de ses enfants. Il a clairement bossé dessus toute la nuit, histoire de faire quelque chose qui fait peur, mais surtout qui leur plaira. Le quartier est tranquille et il sait que la récolte de bonbons sera bonne cette année. Mais alors, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait mal se dérouler? Eh bien, peut-être pas grand-chose, et pourtant, il s'apprête à vivre la plus grande tragédie de sa vie. En rentrant de la récolte, son fils mange un bonbon, mais ce dernier a un goût bizarre. En à peine 30 secondes, l'enfant se met à convulser. Terrifié, ses parents l'emmènent aux urgences, mais c'est peut-être déjà trop tard. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là et pourquoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui a organisé tout ça ou est-ce que c'est un coup de malchance? Eh bien, c'est ce qu'on s'apprête à vous raconter dans l'une des 10 histoires d'horreur de ce soir. Bienvenue. Ok, pour commencer, parlons un peu de Marlene Warren. Alors ouais, on vous voit venir, rien à voir avec Lorraine Warren. Tout commence un matin tranquille du 26 mai 1990 en Floride. Marlene, une femme de 40 ans, mène une vie apparemment paisible avec son mari Michael Warren. Ce matin-là, elle est à la maison avec son fils, rien de plus normal en soi vu que son mari, lui, est au travail. Et alors que la matinée se passe comme d'habitude, quelqu'un frappe à la porte. La femme ouvre et c'est là qu'elle se retrouve face à face avec un homme qui semble sorti d'un cauchemar, un clown. Vraiment, il est habillé comme ça, de la tête aux pieds, comme s'il sortait tout droit d'un anniversaire. Vraiment le clown classique, il porte une perruque colorée aux cheveux bouclés, il a un nez rouge brillant et un maquillage blanc éclatant avec un grand sourire peint sur le visage. Ouais, un genre de mélange entre le clown de McDo et le Joker du coup. Bon, la situation est déjà hyper chelou, franchement je me demande vraiment quelle est la bonne manière de réagir dans ces moments-là. En plus de son allure plus qu'intrigante, il tient dans ses mains 2 cadeaux. Un bouquet de fleurs et 2 ballons, l'un portant l'inscription « Tu es génial » et l'autre représentant des personnages de Blanche-Neige. Ça n'a aucun sens. Bon, cette fois, plus vraiment de doute, c'est forcément une genre de blague, ou une surprise peut-être. Marlene se tient à la porte, elle a même un petit sourire aux lèvres, mais attention, c'est là que ça devient absolument horrible. Le clown sort soudainement un pistolet et lui tire dessus à bout portant, sans dire un mot. Marlene s'effondre sous le choc de la balle, gravement blessée à la tête. Le clown, toujours silencieux, se retourne calmement, monte dans une voiture qui attendait dans l'allée, et s'enfuit sans laisser aucune trace. Vous l'imaginez bien, c'est le choc total. L'incident a réveillé des voisins qui tout de suite emmènent Marlene aux urgences. Malheureusement, sa blessure est trop grave et elle décédera quelques heures plus tard. Ouais, on est d'accord avec ce que vous vous dites actuellement, c'est vraiment parti vite en cacahuète tout ça. Mais alors, que s'est-il passé? La police commence immédiatement son enquête, mais les éléments sont minces. En fait, le seul vrai indice qu'on a, c'est cette image glaçante du clown, vue par plusieurs témoins, y compris le fils de Marlene. Et malheureusement, l'enquête devient très rapidement compliquée. Le déguisement du tueur rend vraiment difficile l'identification et en fait, il n'y a absolument aucun mobile. On n'arrive pas à savoir pourquoi quelqu'un voudrait commettre cet acte horrible. Les enquêteurs se penchent alors sur Michael Warren, donc son mari. En fait, il faut savoir qu'à l'époque des faits, leur mariage ne se passe pas hyper bien. Michael, qui gère une entreprise de location de voitures, est très vite soupçonné d'infidélité, notamment avec une employée de son agence, Sheila Keane. Et justement, c'est là que ça devient intéressant pour les enquêteurs. Sheila pourrait très bien correspondre physiquement à la description du clown, surtout qu'un élément très important va d'un coup surgir. La voiture utilisée par le clown pour fuir la scène du crime a été volée quelques semaines auparavant dans un des garages que gère Michael. Ouais, on est d'accord, là ça commence à faire gros, non? Pourtant, l'affaire reste non résolue et ce, tenez-vous bien, pendant des décennies. Pendant près de 27 ans, l'identité du clown meurtrier reste un mystère. Mais ce n'est pas fini parce que c'est en 2017, grâce aux avancées des technologies ADN, que l'enquête reprend. Et là, bingo, la police parvient à rassembler suffisamment d'éléments pour procéder à une arrestation. Et c'est Sheila Keane Warren, désormais mariée à Michael Warren, qui est finalement arrêtée pour le meurtre de Marlene. Les deux, mariés depuis des années maintenant, ont refait leur vie ensemble dans une autre ville. Et là, toutes les preuves tombent. Les enquêteurs découvrent que Sheila aurait acheté le costume du clown dans un magasin local quelques jours avant le meurtre, et des témoins se rappellent avoir vu quelqu'un correspondant à sa description acheter des ballons similaires à se retrouver sur la scène du crime. Cette fois, les suspicions semblent enfin se confirmer. Donc oui, c'est plutôt agréable de savoir que cette enquête a été résolue parce qu'il y a malheureusement beaucoup de cold cases et il va y en avoir quelques-uns dans les 10 histoires qu'on va vous raconter ce soir. Sheila est finalement inculpée pour meurtre en 2017 et ça refait énormément de bruit dans les médias. Le procès dévoile finalement plein de détails concernant un complot visant à éliminer Marlene pour que Michael puisse vivre librement avec sa maîtresse. L'affaire du clown tueur reste gravée dans la mémoire de ce quartier tranquille qui a constaté que la réalité peut parfois dépasser la fiction.
L'histoire se passe lorsque Louis était petit et il nous dit que lorsqu'il la raconte, les gens ont beaucoup de mal à le croire, alors que tout est 100% vrai. À cette époque de sa vie, il adore traîner le soir dans le salon pendant que ses parents dorment. Surtout le week-end, ses parents le laissent rester éveillé tard et il savoure ces moments comme un petit privilège. Dans ces moments-là, il peut regarder la télé jusqu'à tomber de sommeil sur le canapé et en soi, il est super fier d'être le dernier à éteindre la lumière comme les grands. Mais une nuit, alors qu'il est à moitié endormi devant un bon vieux film, un bruit le tire doucement de son sommeil. En fait, c'est comme un grincement, lent et régulier, venant de l'extérieur. Ça semble provenir de leur vieille balançoire sur le porche, celle qui grince à chaque mouvement. Pris d'un léger malaise, il se faufile hors du canapé et avance discrètement jusqu'aux grandes fenêtres du salon. À ce moment, sa curiosité est plus forte que sa peur, mais son cœur commence quand même à battre plus vite. Louis soulève un peu le rideau, juste assez pour voir sans être vu. Et là, il se fige, parce que sur la balançoire du porche de sa maison, il y a une femme. Elle semble de la cinquantaine, cheveux en bataille et vêtue d'une simple robe de nuit blanche, déchirée et tachée de sang. Et surtout, elle tient un énorme couteau de cuisine dans sa main. Le sang couvre ses bras et le bas de son visage, comme si elle sortait d'une scène de crime. C'est vraiment la pire chose qu'on puisse voir, qu'on se le dise. Et justement, Louis se raidit, son cœur bat si fort qu'il craint même qu'elle puisse l'entendre. Et d'un coup, sans réfléchir, il se retourne et file en hurlant vers la chambre de ses parents, ce qui est un peu un réflexe naturel quelque part. Mais quand il arrive enfin à leur chevet, il est tellement secoué qu'il n'arrive même pas à articuler le moindre mot. Directement, sa mère se redresse étant inquiète, mais son père, lui, commence à s'agacer, pensant que Louis a simplement fait un mauvais rêve. Et lorsque ce dernier réussit enfin à dire ce qu'il a vu, son papa perd patience et lui dit sèchement que ça n'était rien qu'un cauchemar et qu'il ferait mieux de retourner se coucher. Mais Louis insiste, il est hors de lui, il pleure, il hurle, et c'est à un tel point que son père se dit que c'est bizarre quand même. Il finit par l'attraper par le bras en disant qu'il va lui montrer que personne n'est sur leur porche. Pris par le bras, Louis se débat, il supplie son père d'arrêter et dit que c'est dangereux, mais rien n'y fait. Son père l'entraîne jusque dans le couloir et déverrouille la porte d'entrée, bien décidé à lui prouver qu'il n'y a rien dehors. Louis, incapable de résister davantage, se fiche sur le seuil en refusant d'aller plus loin. Et enfin, son père ouvre la porte en grand en disant « Tu vois, il n'y a rien dehors ». Et juste à ce moment, silence absolu. Le visage de son père se décompose parce que sur la balançoire, la femme est toujours là. Elle tourne lentement la tête vers eux et ses yeux sombres plongent dans ceux de Louis. La femme se lève doucement, toujours armée de ce grand couteau ensanglanté. Le père de Louis referme la porte d'un coup sec, la verrouille à double tour et se précipite vers sa femme pour lui demander d'appeler la police pendant qu'il va chercher son fusil. Et alors que la mère de Louis panique et prend son téléphone, son père revient dans l'entrée avec le fusil de chasse. Il entrouvre la porte juste assez pour y passer le canon et demande d'une voix ferme ce qu'elle fait là. Et la femme, complètement immobile et froide, le fixe un instant avant de murmurer d'une voix tremblante. « Quelqu'un a tué mon mari, mais ce n'était pas moi. » Le père de Louis est confus et il répond que la police est en route, mais elle commence à paniquer, serre le couteau et finit par s'éloigner en répandant des taches de sang dans l'allée. Quant à Louis, complètement pétrifié, il observe la scène depuis l'intérieur, incapable de détacher son regard de cette silhouette qui disparaît enfin dans l'ombre de la rue. La police arrive une quinzaine de minutes plus tard. Il trouve la femme un peu plus loin, essayant de forcer la porte d'un autre voisin, et elle est immédiatement arrêtée. Après leur départ, la tension baisse enfin, mais Louis sait que plus rien ne sera comme avant pour lui. Quelques jours après, la famille apprend que cette femme, visiblement dérangée, avait arrêté son traitement médical. Elle s'était disputée avec son mari et avait tenté de l'attaquer avec le couteau, mais il avait réussi à la mettre à la porte. Dans sa détresse, cette femme s'était coupée volontairement, soit pour mettre fin à ses jours, soit pour accuser son mari. Les policiers n'ont plus jamais reparlé de l'incident ni recontacté la famille, mais d'après ce qu'ils ont entendu, les voisins avaient déjà signalé son comportement étrange plusieurs fois. Et donc, depuis cette nuit, Louis a pris une bonne résolution, rester dans sa chambre et ne plus jamais traîner dans le salon une fois la nuit tombée. Alors ça y est, Halloween c'est ce soir, non? Et bah pour cette première histoire, on va vous parler d'un récit terrifiant qui justement s'est déroulé pendant Halloween. Pour ça, remontons un peu le temps, nous sommes maintenant en 1974 aux États-Unis, au Texas pour être un peu plus précis. Ronald Clark O'Bryan, sa femme Dainen
et leurs 2 enfants, Timothée 8 ans et Elizabeth 5 ans, s'apprêtent à fêter Halloween tranquillement. Et bien entendu, qu'est-ce qu'on fait le soir d'Halloween? Eh ben on va chercher des bonbons bien sûr. Dites-nous bien sûr en commentaire si vous continuez à le faire. C'est donc le père, Ronald, qui se charge d'emmener ses enfants, accompagné d'un voisin et de ses propres enfants. Ça va, ça suit derrière l'écran là? Il commence donc à faire du porte-à-porte pour collecter des bonbons, jusque-là rien de trop extraordinaire. La soirée se déroule tout à fait normalement, le quartier dans lequel ils sont est un endroit réputé pour être sûr, donc tout est parfait. Mais vous allez voir que cette soirée qui a tout pour paraître totalement anodine va virer au cauchemar. Bref, les heures passent, la soirée se termine sans encombre, et tout le monde rentre finalement chez soi. Le truc, c'est que Timothy, le fils de 8 ans de Ronald, lui il a pas mangé assez de bonbons. Il demande donc avec la voix la plus mignonne possible s'il peut avoir un dernier bonbon avant de dormir. Son père hésite, mais finit par accepter. Il va chercher les bonbons de la récolte et donne à son fils un Pixie Stix. Oui, là comme ça ne vous dit très certainement rien, mais en gros ce sont des pailles qui contiennent une poudre sucrée. Dites-nous en commentaire si vous en avez déjà mangé. Bref, le petit Timothy prend la paille et commence à aspirer, mais là, il fait une énorme grimace. La poudre qu'il vient d'avaler a un goût très étrange. Apparemment, ce qu'il vient d'avaler n'a absolument rien de sucré, c'est hyper amer en fait. Son père prend ce qu'il a sous la main, un genre de jus, pour lui faire passer le goût désagréable. Ok, l'incident aurait pu s'arrêter là. Malheureusement, ce n'est absolument pas le cas. Quelques minutes plus tard, Timothy commence à avoir de violentes douleurs à l'estomac. Il se met même à vomir et à hurler de douleur. Ses parents tentent de le réconforter comme ils peuvent, mais rien n'y fait. Les convulsions suivent rapidement et finalement, le jeune garçon perd conscience. Ses parents, totalement paniqués, le conduisent en urgence à l'hôpital, mais malheureusement, le pire arrive. L'enfant est déclaré mort moins d'1 heure après avoir consommé le bonbon. Vous l'imaginez bien, son décès sème la panique dans la communauté. Les rumeurs se répandent rapidement. Le petit garçon serait mort après avoir mangé un bonbon empoisonné, ramassé pendant la soirée d'Halloween. C'est vrai que ça fait froid dans le dos dit comme ça. Tout le monde est complètement choqué. Personne n'arrive à comprendre comment une soirée censée être festive a pu tourner à ce point-là au cauchemar. Maintenant que le drame est arrivé, il faut des réponses. Absolument. Que s'est-il passé? Est-ce que d'autres enfants risquent d'être empoisonnés? Parce que oui, c'est la principale crainte à ce moment-là. Si le jeune Timothée a récupéré un bonbon empoisonné pendant la récolte, ça veut dire qu'en fait, tous les enfants du quartier peuvent l'avoir fait. Les parents se mettent donc, et à juste titre, à jeter à la poubelle tous les bonbons récoltés pendant la fameuse soirée d'Halloween. Mais ce n'est pas ce que veut la police. Les enquêteurs, eux, veulent récupérer les mêmes bonbons que ceux ingurgités par Timothée pour pouvoir faire des tests. Heureusement, ils vont être assez rapides pour trouver 5 autres bonbons correspondant exactement à celui mangé par le jeune garçon. Et par chance, aucun autre n'avait été mangé par les enfants qui ont récupéré ce bonbon. Quand les autorités analysent les bonbons, ils découvrent qu'ils contiennent tous, sans aucune exception, une dose importante de cyanure. Ok, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, en gros, c'est du poison. Les révélations sont unanimes, chaque Pixie Stix est trafiqué. Les 2 premiers centimètres de poudre sucrée ont été remplacés par ce fameux poison mortel. Le médecin légiste va même affirmer que le bonbon consommé par Timothy contenait assez de cyanure pour tuer plusieurs adultes. Cette fois, c'est la colère qui monte dans le quartier. Tout le monde veut savoir qui a bien pu faire ça. Malheureusement, ni les enfants ni les parents des enfants concernés n'arrivent à se souvenir dans quelle maison ils avaient récupéré ces fameux bonbons empoisonnés. À ce moment-là, l'enquête piétine vraiment. Les policiers ne savent pas quoi chercher, ni comment. Ouais, on vous laisse imaginer l'ambiance dans le quartier à ce moment-là. Les regards des voisins qui se croisent, ça devait être glaçant. Parce qu'en vrai, ouais, tout le monde est suspect à ce moment-là, c'est assez ouf. Mais plus l'enquête avance, plus les policiers s'intéressent à une personne en particulier. Et cette personne, on vous en a déjà parlé, parce qu'il s'agit ni plus ni moins que de Ronald, le père de Timothée. Apparemment, plus on lui pose des questions, plus ses réponses sont floues et incohérentes. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'un peu sous la panique, au bout d'un moment, l'homme dit se rappeler dans quelle maison il avait récolté ce fameux bonbon empoisonné. Il mène donc la police là-bas, il explique que l'homme lui avait tendu les fameuses sucreries empoisonnées à travers une porte à peine entrouverte. Mais l'alibi de l'homme pointé du doigt par Ronald est rapidement confirmé. En fait, il était en service comme contrôleur aérien cette nuit-là, et plus de 200 témoins corroborent sa version. Ok, là c'est carrément chelou, donc les policiers s'intéressent bien évidemment à Ronald et découvrent quelque chose d'assez ouf. Il est endetté à hauteur de plus de 100 000 $. Pire encore, il avait récemment souscrit des assurances vie pour ses 2 enfants. Timothée et Elizabeth étaient couverts à hauteur de 60 000 $ chacun, une somme que Ronald cherchait désespérément à obtenir, vous l'aurez compris. Là ça devient un peu chaud, les doutes commencent peu à peu à s'évaporer alors que les enquêteurs découvrent
que le lendemain de la mort de Timothée, Ronald avait rappelé son assureur pour discuter du versement de l'argent. Oui, bon là, ça devient plutôt évident. Je pense que même vous, la commu, vous avez la conclusion en tête. Attendez, quoi? Vous trouvez que les preuves ne sont pas assez accablantes? Écoutez ça, en creusant plus profondément, les enquêteurs découvrent que Ronald s'était renseigné auprès de collègues pour savoir comment acheter du cyanure. Bon là, il est vraiment dur à défendre le gars. La police conclut que Ronald a empoisonné ses propres enfants pour tenter de toucher l'assurance et qu'il a distribué le poison à d'autres enfants dans l'espoir de dissimuler son crime. Arrêté en 1974, Ronald O'Brien est inculpé pour meurtre et tentative de multiples meurtres. Pendant son procès, les preuves s'accumulent. Des témoins confirment son intérêt soudain pour le cyanure, sa situation financière désespérée et son comportement froid après la mort de son fils. D'ailleurs, il y a un témoignage qui est un peu plus glaçant que les autres. Des proches vont raconter qu'il avait déjà parlé de la manière dont il utiliserait l'argent de l'assurance pour partir en vacances à peine quelques heures après l'enterrement de Timothy. C'est juste horrible. Le verdict tombe rapidement, l'homme est condamné à mort et les médias commencent à le surnommer The Candyman, donc l'homme bonbon. Et c'est finalement en mars 1984 qu'il sera exécuté, mettant fin à l'une des histoires les plus glauques arrivées un soir d'Halloween. Et vous, est-ce que vous avez confiance en vos voisins? Il est presque minuit. Thomas, 18 ans, rentre enfin chez lui après une journée horrible à la fac. Pour vous décrire un peu le bonhomme, eh bien c'est quelqu'un qui n'est pas du tout du genre à flipper facilement. Le jeune homme fait 1m92 pour 100 kg, il fait de la boxe, du taekwondo, donc il est plutôt sûr de lui. Mais ce soir-là, il va réellement flipper pour la première fois de sa vie. Après la fac, Thomas travaille dans une petite épicerie qui ferme super tard, genre à 1h du mat. Le boulot est en soi pas très compliqué, mais il y a un truc qu'il déteste, devoir refuser des clients. Ouais, tous ceux qui travaillent dans des métiers en contact avec des clients doivent comprendre, il y a parfois des gens relous. Et pour cause, Thomas déteste lorsqu'il voit des gens qui ont trop bu ou qui sont même drogués et qu'il doit s'occuper de les faire sortir. Et ce soir-là, eh ben ça ne manque pas. Un habitué de l'enseigne, complètement saoul, entre dans le magasin. Thomas le connaît bien, ce n'est pas la première fois qu'il doit lui dire non. Il va donc le voir, la tête haute, et dit à l'homme de sortir s'il n'a pas l'intention d'acheter quoi que ce soit. Et là, étonnamment, le mec ne fait pas d'histoire. Il repart aussi calmement qu'il est arrivé. Là, comme ça, on pourrait se dire que tant mieux, mais Thomas trouve ça étrange. Bref, le jeune homme termine son taf vers 23h45, mais là, problème, il n'est vraiment pas bien. Sans trop savoir pourquoi, il a hyper mal au ventre. Et là, on ne parle pas d'un mauvais présage, il a juste vraiment mal, il a besoin d'aller aux toilettes quoi. C'est pas très glorieux mais ça arrive, du coup il décide de s'arrêter à la gare qui est sur son chemin. Bon, Thomas habite dans une toute petite ville, donc la gare n'est pas très grande. En plus de ça, cliché oblige, elle est même du genre bien dégueu, mal entretenue et surtout vide à cette heure-là. D'ailleurs, petite spécificité, cette gare possède un système un peu spécial. Il n'est tout simplement plus possible de rentrer dans la gare à partir de minuit. Par contre, c'est toujours possible d'en sortir, mais ça ne dure que jusqu'à 3h du matin. C'est vraiment étrange. À partir de cette heure-là, les portes se verrouillent même de l'intérieur, ce qui fait que t'es carrément enfermé jusqu'à 5h si t'es toujours dedans. Ce détail paraît anodin, mais vous allez voir, ça va vite devenir flippant. Bref, par chance, Thomas arrive donc à la gare juste avant minuit. Il entre rapidement, direction les toilettes. Là, il se dit qu'il va pouvoir se poser tranquillement, faire ce qu'il a à faire, on vous fait pas de dessin, et rentrer chez lui. Mais alors qu'il est sur le point d'entrer dans une cabine, il entend un bruit qui lui glace un peu le sang, c'est le son des portes automatiques de la gare qui s'ouvrent. Mais vous l'aurez compris, c'est étrange parce qu'à cette heure-là, il n'est pas censé y avoir grand monde normalement. Thomas jette donc un coup d'œil par-dessus son épaule et là, il le voit. Le type bourré qu'il avait viré du magasin plus tôt dans la soirée se tient là. Mais il n'est plus vraiment dans le même état. Il est sale, genre vraiment sale, avec des vêtements déchirés, de la boue sur tout le corps et surtout plein de sang. Sur le coup, Thomas se dit que ce gars a certainement dû se battre après être sorti du magasin. L'ambiance devient donc pesante et clairement, ça fait complètement flipper le jeune homme, mais il se dit qu'il est sûrement là pour prendre un train au hasard ou pour un distributeur de boissons. Et notre bon vieux Thomas, qui lui a une mission en tête de la plus haute importance, on vous le rappelle, continue ce qu'il a à faire. Il entre donc dans la cabine, ferme bien la porte et essaye de se concentrer sur ses douleurs. Mais là, les choses prennent une tournure vraiment inquiétante. Parce que tout simplement, il entend la porte des toilettes s'ouvrir. Et après ça, il entend très clairement des bruits de pas lents qui traînent sur le sol. Il n'y a aucun doute, c'est toujours ce même gars.
Et Thomas le sait, à cette heure-là, il n'y a personne d'autre que eux deux. L'homme marche lentement vers les cabines et s'arrête juste devant celle de Thomas. Ce dernier en est sûr parce qu'il aperçoit tout simplement ses pieds en bas de la porte. Franchement, petit temps mort, mais en plein Thomas, le pauvre a déjà du mal avec son ventre et en plus, il doit gérer une situation de crise, ça doit vraiment pas être évident. Et en soi, l'adrénaline dans son corps commence à monter. Il y a plein d'autres cabines de libre, alors pourquoi s'arrêter devant la seule qui est fermée? En se posant cette question, il entend un coup sec sur la porte. Pas vraiment fort, juste pour attirer l'attention. Le gars se met alors à briser le silence. Sors de là, j'ai besoin d'y aller. Thomas, qui jusque-là gardait son calme, commence sérieusement à stresser et on le comprend. Surtout qu'il doit avoir qu'une envie, être tranquille pour gérer son mal de ventre, mais là, il ne peut clairement pas. Il répond donc à l'homme en essayant de rester calme. Désolé, je suis malade, ça va prendre du temps, il y a d'autres cabines de libre. Et juste après ça, silence pesant. Puis, sans prévenir, le type se met à taper de toutes ses forces sur la porte en hurlant. Sors de cette putain de cabine, maintenant! Le cœur de Thomas s'emballe, ce qui était au départ juste bizarre devient d'un coup terrifiant. Il réalise en plus de ça qu'il est plus de minuit maintenant et que les portes de la gare sont fermées, que personne ne peut entrer pour l'aider. Il est donc coincé avec ce mec qui devient de plus en plus agressif. Les coups redoublent d'intensité, le type est complètement enragé. Thomas hésite, il réfléchit à toute vitesse sur la meilleure chose à faire. Ouvrir et se battre peut-être ? Eh bien, franchement, il pourrait largement. Il sait qu'il a les capacités pour le mettre au sol, mais si l'autre est armé, ça peut vraiment mal tourner. Le temps semble s'étirer alors que Thomas est en total stress. Puis, après quelques instants de vacarme, plus rien. En un instant, les coups cessent, et en fait, c'est presque pire que les hurlements, parce que Thomas ne sait pas ce que l'homme est en train de faire. Lui, il reste immobile dans sa cabine et tend l'oreille. Est-ce que le type serait parti ? Thomas n'a pas entendu la porte de la gare s'ouvrir pour sortir, alors il doit encore être là, quelque part dans les toilettes. Puis, il entend quelque chose de nouveau, un bruit étrange, des sortes de grattements, comme si quelqu'un frottait un objet contre la porte en bois de la cabine. Après 1 ou 2 secondes, Thomas reconnaît le bruit. Il s'agit d'un couteau. Et là, il entend sa voix, beaucoup plus calme, mais complètement dérangée. Tu vas devoir ouvrir la porte à un moment, mon gars. Et quand tu le feras, je serai toujours là. Thomas est au bord des larmes, il a envie de vomir, de hurler et de s'enfuir, mais il est piégé. En dernier recours, il sort alors son téléphone, les mains tremblantes, et appelle la police. Il parle à voix basse, essayant de ne pas faire de bruit, tout en espérant que l'homme ne l'entende pas. Et les minutes qui suivent sont insoutenables. Thomas reste figé, essayant de se convaincre que la police va arriver à temps, et enfin, il entend des voix, puis des bruits de pas venant de l'entrée de la gare. La police est enfin là. Le type se met à hurler de nouveau et brandit même son couteau face aux agents. Il se débat comme un fou, n'essaye même pas de s'enfuir. Mais heureusement, ils finissent par l'immobiliser et l'emmener au poste. Quant à Thomas, il reste encore un moment dans sa cabine, complètement tétanisé. Quand il reçoit le signal des policiers, il ouvre enfin cette dernière. Et ce qu'il découvre le glace une dernière fois. La porte en bois est complètement saccagée et couverte d'entailles. Plus tard, Thomas apprendra que l'homme était bien connu des services de police. C'est un habitué des bagarres et des provocations, souvent sous l'influence de l'alcool et des drogues. Cette nuit-là, il avait juste pété un câble après s'être fait refuser à l'épicerie. Et jusque-là, Thomas ne sait pas ce qui est arrivé à ce type. En soi, il ne l'a plus jamais recroisé. Mais une chose est sûre, depuis cette nuit-là, chaque fois qu'il repasse devant cette gare, il sent son estomac se nouer. Parce que Thomas sait qu'il a échappé de peu à un véritable cauchemar. Dites-nous, vous avez vu Terrifier 3 ? Et vous pensiez qu'il était déjà horrible ? Attendez qu'on vous parle de Hammond Paul Carlock Jr., connu sous le pseudonyme de Clouseau. Déjà, il faut savoir que pendant de nombreuses années, il est considéré comme quelqu'un de très respecté à Springfield, aux États-Unis. Ouais, le gars est un ancien pasteur, et d'ailleurs il consacre une grande partie de sa vie à aider des milliers d'enfants en faisant plein de spectacles, de shows, parce que oui, on ne va pas faire monter le suspense plus que ça, Clouseau se déguise en clown pour divertir les enfants. Avec ce rôle, il participe à des spectacles dans des écoles le dimanche, des orphelinats, des hôpitaux, et il se rend même à l'international. Vraiment, il est super mobile et n'hésite absolument pas à voyager pour participer à des missions
visant à venir en aide à des enfants. Ouais, vous commencez à le sentir venir. Hein. Ne nous précipitons pas. D'abord, parlons un peu de son déguisement, histoire qu'on ait tous la même image de lui en tête. Parce que ouais, un déguisement de clown, c'est assez générique en soi comme description. Il peut y en avoir plein de sortes différentes. Mais lui, il est pas parti très loin pour faire le sien. Il a vraiment le costume classique, des vêtements amples de couleurs vives, un gros nez rouge et des cheveux en bataille. Ouais, c'est un peu le clown de McDo en fait. À ce moment-là, Clotso représente vraiment un symbole de joie pour des enfants vulnérables et défavorisés, surtout dans des pays comme les Philippines par exemple. D'ailleurs, il va même très souvent là-bas, ses allers-retours sont plutôt fréquents maintenant. Le problème, c'est que derrière ce masque joyeux se cache une vérité terrifiante que personne à ce moment-là n'aurait pu imaginer, et on vous prévient, c'est atroce, alors accrochez-vous. Nous sommes en juin 2007, l'homme qui s'appelle Amon de son vrai prénom, vous le rappelle, est sur le retour de l'une de ses missions en tant que clown en Asie du Sud-Est. Bon, il a l'habitude comme on vous l'a dit. Des allers-retours de chez lui aux Philippines, il en fait pas mal. Mais cette fois, son voyage va se passer différemment. Quand il arrive aux États-Unis, le douanier inspecte son billet et ses papiers, mais prend plus de temps que d'habitude. C'est là qu'un agent s'approche de lui et l'écarte de la file. Ok, c'est un peu bizarre, Amon ne comprend pas ce qui se passe, jusqu'à ce que le douanier lui explique qu'il s'agit tout simplement d'un contrôle de routine. Mais ça a quand même l'air d'être un peu plus important que ça. L'homme est transporté dans une salle et commence à être interrogé par des agents de l'immigration. En fait, ses nombreux allers-retours aux Philippines ont interpellé les douaniers et c'est pourquoi ils ont décidé de lui poser quelques questions. Oui, parce qu'en fait, il y a quand même un contexte à tout ça. En fait, il faut savoir que les Philippines sont malheureusement connues pour être un pays dans lequel il y a beaucoup de trafic d'enfants. C'est assez horrible, mais c'est vrai que les statistiques sont parlantes. En 2022, les Philippines ont été identifiées comme l'un des plus grands centres mondiaux de cette activité criminelle. Selon l'UNICEF, un enfant sur 4 victime de ces pratiques est philippin, c'est énorme. Bref, vous avez compris le délire, c'est affreux. Et maintenant, revenons-en à notre clown. Les autorités commencent à lui poser des questions classiques. Pourquoi est-ce qu'il voyage aussi souvent là-bas? Où est-ce qu'il réside quand il y va? Combien de temps? Etc. Amon a à peu près réponse à tout, mais ça ne réussit pas à convaincre. Les autorités décident de faire une fouille approfondie de son sac et trouvent un appareil photo ainsi qu'un ordinateur portable. Juste pour s'assurer que tout est clean, ils décident de les allumer et de les inspecter avant de le laisser partir. Mais là, c'est le coup de massue. Les douaniers découvrent des photos perturbantes et clairement dégueulasses, disons les termes, montrant des garçons philippins, souvent très jeunes, dans des postures explicites. Bien entendu, les autorités n'attendent pas une seule seconde et arrêtent l'homme sur place. L'affaire prend alors une ampleur énorme. Et la police commence même à approfondir l'enquête pour savoir jusqu'où ça va tout ça. La première chose qu'ils font, inspecter son domicile bien sûr, qui se trouve à Springfield. Et là, bien entendu, c'est le Graal. La police met la main sur des preuves complètement glaçantes. On parle là d'une centaine de vidéos et d'images à caractère graphique retrouvées sur ses fichiers personnels. Le constat est clair et net. Le prétendu clown rigolo soi-disant bienveillant est en fait l'acteur principal d'une affaire d'exploitation d'enfants plus que sordide. Les premières condamnations tombent. Amon Paul Carlock Jr. est inculpé pour possession de toutes ces images horribles, mais l'affaire ne fait que commencer. Les autorités continuent de creuser et ce qu'ils vont trouver est terrifiant. En plus des images et vidéos retrouvées, des témoignages commencent à surgir. Plusieurs jeunes garçons, notamment des Philippins, accusent le clown de les avoir abusés durant ses prétendues missions humanitaires. Ils expliquent tous, sans exception, qu'il utilisait son apparence rassurante du Clotso le clown pour s'approcher d'eux dans les orphelinats. Après ça, ils profitaient de leur vulnérabilité et du fait que les centres là-bas ne soient pas très bien surveillés pour commettre ces atrocités. Bien sûr, après ça, les médias locaux s'emparent de l'affaire et l'image de Clotso le clown change radicalement. L'homme se présentant comme un protecteur des plus faibles devient désormais l'incarnation d'un prédateur, cachant ses véritables intentions derrière un maquillage de clown. Malheureusement, ce clown maléfique ne sera jamais condamné par la justice parce qu'il décédera en détention alors qu'il était en attente de son procès en novembre 2007. Les raisons officielles attribuent son décès à une crise cardiaque survenue après une altercation avec des gardiens de prison, mais bon, beaucoup émettent des doutes et pensent qu'un règlement de compte a eu lieu et que Clotso le clown n'aurait pas survécu à celle-ci. Emma est un peu sous le choc lorsque sa mère lui annonce son remariage. Ça fait plus de 10 ans qu'elle est veuve et elle a rencontré ce nouveau compagnon, Alain, il y a à peine 3 mois. Tout a été si rapide qu'Emma n'a pas eu le temps d'en savoir plus sur cet homme. Mais bon, sa mère semble heureuse, alors elle décide de lui faire confiance. Alain possède une grande maison en Virginie, entourée de collines et d'une centaine d'hectares de terrain isolés. C'est un vrai coin de paradis. Et très rapidement, sa mère l'invite, elle et son fiancé, pour le week-end, histoire de passer du temps ensemble et de faire connaissance. Et donc le vendredi soir tout ravi, Emma et son fiancé, Antoine,
arrivent chez Alain. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on leur a pas menti. La maison est vraiment charmante, un peu trop isolée peut-être, mais il faut admettre que la vue est magnifique. Le couple est chaleureusement accueilli par Alain, qui se montre très amical, presque trop aux yeux d'Emma. Pourtant, dès qu'elle met un pied dans cette maison, un étrange malaise l'envahit, sans trop savoir pourquoi, et donc elle essaye de ne pas trop y prêter attention pour ne pas gâcher l'ambiance. Après tout, c'est sûrement dû au fait de voir sa mère dans une nouvelle relation, surtout après toutes ces années passées seule. Mais plus la soirée avance, plus cette sensation d'inconfort grandit en elle. Finalement, la nuit et la journée s'écoulent, et le lendemain, il passe la journée dehors, préférant explorer les alentours plutôt que de rester enfermé. D'ailleurs, Emma sent cette tension retomber à chaque fois qu'ils mettent un pied en dehors. C'est vraiment bizarre, mais elle n'ose rien dire. C'est la première fois que ça lui arrive et elle se dit que ça vient peut-être d'elle et elle ne veut pas gâcher le week-end. Et donc, à nouveau, vient le soir et le moment de se préparer pour aller dormir. Complètement crevée et se sentant sale, elle prend une douche avec Antoine dans la salle de bain attachée à leur chambre. Mais à un moment, alors qu'elle lui tourne le dos, il s'arrête brusquement de parler. Antoine semble même choqué et demande « Qu'est-ce que tu as fait à ton dos ?» Emma le regarde un peu perplexe en lui disant qu'elle n'a rien fait. Et Antoine, un peu pâle, lui explique qu'elle a un gros bleu sur le dos. Emma, intriguée, sort donc de la douche pour se regarder dans le miroir. Et là, elle aperçoit effectivement une grosse marque sombre. C'est comme une empreinte de main au milieu de son dos, comme si quelqu'un l'avait saisie fermement. Emma est clairement flippée et se rassure comme elle peut, puis retourne sous l'eau en silence, mais l'ambiance entre eux devient pesante. Le couple sait que quelque chose cloche. Et justement, de retour dans la chambre, elle n'arrive pas à se détendre. Le lit est tourné vers une fenêtre qui donne sur un terrain vide et noir, et elle a vraiment la sensation que quelque chose ou quelqu'un les observe sans relâche. Emma finit même par accrocher un drap devant la vitre, incapable de dormir tant que cette fenêtre est visible. Elle décide de ne même pas en parler à Antoine, se dit que c'est ridicule, mais tout de même la peur est bien là, tapie au fond d'elle. Sauf que le lendemain matin, Emma craque complètement tellement la nuit n'a rien arrangé. Elle se réveille en larmes, incapable de calmer cette sensation d'oppression. Antoine essaie de la raisonner, de lui dire que c'est certainement dû au stress de voir sa mère dans une nouvelle relation, que c'est normal d'avoir un peu d'anxiété, mais pour Emma c'est autre chose, c'est une sensation profondément oppressante. Elle sent qu'elle ne peut pas rester ici une minute de plus. Et malgré l'insistance d'Antoine, ils préparent donc leurs affaires et trouvent une excuse pour partir en urgence. Dès qu'ils sont enfin lancés sur la route, Emma sent ce poids terrible s'évaporer, remplacé par un soulagement vraiment intense. La seule chose à laquelle elle pense et qu'elle espère maintenant, c'est que son comportement n'a pas vexé Alain ou sa mère. Bref, pendant ce trajet de retour en voiture, elle repense à ce week-end et à cette marque de main dans son dos, en essayant de trouver ce que ça pourrait être, mais il n'y a aucune explication possible. Personne ne l'a touchée de cette façon, et encore moins avec assez de force pour la marquer de la sorte. De retour chez elle, cette pensée la hante pendant plusieurs jours, et c'est finalement 3 semaines qui passent. Emma essaye d'oublier cet étrange week-end, et elle est passée un peu à autre chose, mais un jour, sa mère vient lui rendre visite. À peine arrivée, cette dernière commence à insister pour qu'Emma et Antoine reviennent passer un week-end dans la maison d'Alain. Emma ne comprend pas trop et essaie de changer de sujet, visiblement mal à l'aise, mais sa mère revient sans cesse à cette discussion avec insistance. Sous la pression et n'ayant plus d'excuses, Emma décide de tout lui raconter, ce malaise inexplicable, cette peur, l'histoire de la main dans son dos et surtout son besoin viscéral de quitter cet endroit. Et au fur et à mesure qu'elle parle, elle voit le visage de sa mère devenir livide et ses mains trembler légèrement. Cette dernière l'écoute en silence, mais une fois qu'elle a fini, elle lui avoue que elle aussi, elle ressent ce même malaise. Elle n'aime pas cette maison, elle ne s'y sent pas en sécurité, et c'est pourquoi elle voudrait que sa fille revienne lui tenir compagnie, sinon elle va juste déménager. Et là, elle lâche le détail qui glace Emma jusqu'au fond de ses os encore aujourd'hui. L'ancienne femme d'Alain, quelques années plus tôt, s'est suicidée d'une balle dans le coin sombre, juste devant la fenêtre de la chambre où elle a dormi. Devinez où l'histoire qu'on va vous raconter se passe. Encore une fois, aux États-Unis, bien sûr. C'est pas un acharnement, c'est juste que souvent quand il se passe quelque chose de bizarre, ça se passe là-bas. Cette fois, nous sommes le vendredi 23 octobre 1981. Kurt Sova, 17 ans, un ado sans histoire, vit avec ses parents dans un quartier tranquille dans l'Ohio. Kurt, c'est le plus jeune d'une fratrie de 4 garçons et franchement, il est super proche de ses parents, surtout de sa mère, Dorothy.
Ce soir-là, comme d'habitude, le jeune homme quitte la maison sans aucun stress. En fait, quasiment tous les vendredis, il sort, il voit des potes à lui, donc vraiment c'est comme une habitude quoi. En plus de ça, il n'a jamais eu de problème ni avec les voisins, ni avec la police, ni même avec l'école. Ses parents lui font entièrement confiance, donc tout roule pour lui. Ce soir-là, il rejoint donc un pote à quelques rues de chez lui, et là, ensemble, ils vont à une fête d'Halloween. Bon, jusque-là, tout semble parfait, non? Mais voilà, la nuit passe, et Kurt ne rentre pas. C'est bizarre, ce n'est pas du tout son genre. Dorothy, sa mère, commence à s'inquiéter sérieusement. Son fils n'a jamais passé autant de temps dans le silence sans prévenir personne. Et surtout, il n'est jamais resté dehors comme ça toute la nuit. Nous sommes maintenant le lendemain matin et toujours pas de Kurt. Là, l'inquiétude se transforme en vraie panique. Dorothy et son mari Ken se mettent à appeler tous les amis de Kurt. En même temps, ils sortent de chez eux, fouillent le quartier à sa recherche, mais rien. Aucune trace de lui. Les heures passent et c'est seulement le dimanche qu'ils décident de signaler officiellement sa disparition à la police. On vous le rappelle, il a disparu dans la nuit de vendredi au samedi. Ça fait quand même un peu long dimanche, non, pour signaler sa disparition, je sais pas ce que vous en pensez. Bref, vous l'imaginez bien, c'est la panique, mais Dorothy, sa mère, ne lâche rien. Elle commence à distribuer des affaires avec la photo de son fils, espérant avoir une info ou n'importe quoi. La police se met aussi à enquêter, et c'est là que les premiers éléments commencent à apparaître pour retracer son parcours ce soir-là. Kurt a bel et bien été vu à cette fameuse fête, le vendredi soir dans un appartement à moins de 2 km de chez eux. La fête apparemment était organisée par une fille qui s'appelle Suzanne. Dorothy n'attend pas une seule seconde, elle se rend directement chez elle, mais là, surprise, elle tombe sur quelqu'un d'autre qui lui dit ne pas avoir vu Kurt et même ne pas avoir organisé de fête ce soir-là. Mais Dorothy, elle se laisse pas faire, elle insiste, elle sent qu'il y a clairement quelque chose qui cloche. Et finalement, on ne sait pas pourquoi et d'où ça sort, mais Suzanne, la propriétaire des lieux, admet qu'il y avait bel et bien une fête et que Kurt y était. Ouais, on est d'accord, c'est quand même carrément chelou comme comportement, on la met dans notre liste à suspects. Apparemment, la soirée était plutôt agitée, il y avait plus d'une dizaine de personnes, et tous étaient bien plus âgés que Kurt, des inconnus pour la plupart même. Et là, les choses commencent à devenir encore plus étranges. Suzanne raconte que Kurt avait beaucoup bu, alors qu'à la base, ce n'est vraiment pas son genre. À un moment de la soirée, il a commencé à se sentir mal. Un ami à lui qui était à la fête dit qu'il l'a emmené dehors pour prendre l'air. Kurt était appuyé contre une barrière dans la fraîcheur de la nuit. Le fameux pote part 2 secondes pour chercher un manteau, et quand il revient, plus de Kurt. Il a totalement disparu. Ouais, là ça devient bizarre, le mystère s'épaissit sérieusement. Pourquoi est-ce que Kurt partirait comme ça sans aucune raison dans cet état-là et sans rien dire? À ce stade-là de l'affaire, ses parents, eux, sont désespérés. Ils fouillent chaque recoin du quartier, Dorothy va même jusqu'à explorer les ravins, des écoles abandonnées, elle fouille même les bennes à ordures, mais rien. Toujours rien pendant 5 longues journées. Nous sommes maintenant le 28 octobre. 3 jeunes garçons se baladent tranquillement le long d'un ravin, puis leurs yeux se posent sur quelque chose, une découverte macabre. Ouais, malheureusement, c'est bien ce que vous pensez, Kurt est retrouvé décédé dans ce même ravin, à moins de 500 mètres de la maison de Suzanne, là où il avait passé la soirée. Pas de blessures visibles, à part quelques égratignures et quelques petites cicatrices. Il n'a pas l'air blessé, et chose un peu bizarre, il ne porte qu'une seule chaussure. Le choc, bien sûr, est indescriptible. Mais maintenant, sa famille veut des réponses. Pourquoi? Comment? Que s'est-il passé ce soir-là? Les résultats de l'autopsie ne font qu'ajouter du mystère à l'affaire. Kurt serait mort seulement 24 à 36 heures avant qu'on ne retrouve son corps. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il était en vie pendant plusieurs jours après avoir quitté la fête. Mais alors, où est-ce qu'il était pendant tout ce temps? Et qu'est-ce qui l'a tué? L'alcool qu'on retrouve dans son sang, c'est pas assez du tout pour expliquer sa mort. Aucune trace de violence, pas de maladie non plus. Les enquêteurs sont bloqués, alors ils concluent à une mort accidentelle, mais vraiment par dépit quoi. Mais sa mère, elle ne veut pas y croire et elle n'abandonne pas. Elle est persuadée que quelque chose d'autre s'est passé. C'est alors là que d'autres éléments bizarres commencent à apparaître. Par exemple, un des amis de Kurt, David Trusnick, jure l'avoir vu 3 jours après sa disparition. Apparemment, il l'aurait vu en train de marcher dans la rue avec un autre garçon. David s'arrête alors pour lui proposer de le raccompagner, mais là une camionnette débarque de nulle part. Kurt crie « Franco !» et saute dans le véhicule avec son pote. Malheureusement, David n'a pas trouvé ça plus inquiétant que ça à l'époque, surtout qu'il ne savait pas que Kurt avait disparu. Allez hop, garçon bizarre et Franco, vous êtes tous les deux dans la liste des suspects. Et attendez, c'est pas fini. Les enquêteurs vont fouiller la piste d'un homme étrange qui a été aperçu plusieurs fois dans le quartier. Un jour, pendant que Kurt était encore porté disparu, il débarque dans un magasin de disques qui avait affiché une photo du jeune homme. Et c'est là que l'homme dit au gérant de retirer l'affiche, car selon lui, le corps de Kurt sera retrouvé dans 2 jours. À ce moment-là, bien entendu, personne n'y croit. Et le lendemain, le mec revient avec un bouquet de fleurs et laisse un message super flippant.
Ils l'ont retrouvé décédé et ils vous retrouveront aussi. Ok, là c'est carrément bizarre, tout le monde commence à flipper. Bien entendu, la police l'interroge, mais faute de preuves, le relâche. Et comme si cette histoire ne manquait pas de mystère, le matin même où le corps de Kurt a été retrouvé, Suzanne a appelé la mère du jeune homme. Elle lui a dit qu'une personne dormait peut-être dans son sous-sol et que ça pourrait être Kurt. Ouais, on est d'accord, ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi n'appeler que maintenant? Bien sûr, les parents se précipitent chez elle, mais le sous-sol est vide. Pourtant, il y a quand même un lit de camp qui est défait, comme si quelqu'un avait bel et bien dormi là. Dorothy en est persuadée, son fils a été retenu là, dans ce sous-sol. Il est peut-être même mort là, avant que son corps ne soit placé dans le ravin. Son père, lui d'ailleurs, il est convaincu qu'il n'était pas dans ce ravin quand il l'a fouillé la veille. Il l'aurait forcément vu, surtout que le jeune homme avait un t-shirt jaune assez vif. Conclusion, quelqu'un a donc obligatoirement déposé ce corps après. Et si vous croyez que c'est tout, détrompez-vous. 3 mois plus tard, un autre garçon est retrouvé mort dans un ravin de la même rue. Eugène Kvet, qui vivait à seulement quelques rues de Kurt. Lui aussi avait disparu quelques jours avant d'être retrouvé et il portait aussi un t-shirt jaune. Son corps, comme celui de Kurt, ne montrait aucune trace de violence et encore une fois, une de ses chaussures manquait. Aujourd'hui encore, la mort de Kurt Sova reste un mystère total et une affaire non résolue. On ne sait pas vous, mais nous ça nous frustre énormément et on a presque envie d'aller là-bas pour enquêter et découvrir la vérité. En tout cas, on espère qu'on vous a bien mis dans l'ambiance et croyez-nous, ce n'est pas terminé. Ok, imaginez la scène. On est en plein soir d'automne, il est environ 18 h et il commence déjà à faire nuit. Delphine, qui a 21 ans à l'époque, vit encore chez ses parents dans une petite maison tranquille à la campagne. Et ce jour-là, on est en plein week-end, alors que la petite famille a décidé de se détendre tranquillement à la maison. Son père est posé devant la télé, sa mère s'occupe de son côté, et Delphine est sur son téléphone en train de scroller dans sa chambre. Et là, alors que chacun vit sa vie, tout le monde entend quelqu'un frapper à la porte. Rien d'inquiétant en soi, ça pourrait être un livreur ou un voisin. Et donc la mère de Delphine va ouvrir en se disant qu'elle va certainement recevoir un colis. Et c'est justement là qu'elle tombe sur un homme avec une boîte, habillé comme un livreur. Il a une casquette et semble baisser les yeux, comme s'il ne voulait pas qu'elle le regarde. La femme lui dit bonjour et l'homme lui répond qu'il a un colis pour elle. Mais alors qu'elle n'a même pas le temps de penser à sa réponse, elle est tout à coup bousculée à l'intérieur. En un instant, 3 hommes cagoulés débarquent de nulle part. Et à peine une fraction de seconde plus tard, ils envahissent la maison. L'un d'eux, et c'est là la partie qui fait vraiment flipper, sort une arme. Il la pointe directement sur la mère de Delphine, puis sur le père qui se trouve dans le salon. La situation, en un instant, est totalement partie en vrille. Les parents, qui bien sûr ne peuvent rien faire, lèvent les mains, puis les hommes armés demandent s'il y a quelqu'un d'autre à la maison. Du point de vue de Delphine qui raconte cette histoire, elle a juste entendu sa mère crier et des voix d'hommes. Ne comprenant pas ce qu'il se passe, elle décide de descendre les escaliers pour voir, et c'est là qu'elle tombe sur cette scène effroyable. Un homme se jette sur elle et commence à lui attacher les mains pour qu'elle ne puisse plus bouger. Même traitement pour les parents, et les 3 sont maintenant rassemblés sur le canapé, tous ligotés. Bon, petite pause dans le récit, on est d'accord que c'est carrément horrible ce qui est en train de se passer là, non? Eh bien, Delphine, elle, est terrorisée, elle pleure de toutes ses forces, et d'ailleurs elle voit que ses parents aussi, et ça ne fait que amplifier la chose. Elle sent également la corde lui brûler la peau, mais elle n'a pas le temps de vraiment y penser, parce que là, dans ses yeux, c'est une véritable terreur pure qui se lit. Les cambrioleurs se mettent devant eux et posent maintenant des questions. Ils demandent où se trouve l'argent liquide, où se trouvent les bijoux, etc. Bien sûr, dans cette histoire, on n'est pas dans un film, on est dans la vraie vie, et donc le père lui dit absolument tout ce qu'il veut savoir. Un des intrus reste avec eux pendant que les autres vont chercher ce qu'ils ont demandé, tout en retournant absolument toute la maison. La situation est tellement stressante que Delphine ferme les yeux. Tout ce qu'elle entend, c'est sa mère sangloter à côté d'elle et les hommes en train de fouiller partout chez eux. Après une bonne dizaine de minutes, tous les intrus se retrouvent dans le salon avec des sacs remplis à ras-bord. Puis d'un coup, ils sortent de la maison et sautent dans une voiture qui les attendait et partent comme si de rien n'était. Pendant ce temps-là, la famille a toujours les mains attachées sur le canapé. Personne n'ose vraiment bouger, jusqu'au moment où le père de famille se lève parce qu'il comprend que ses ravisseurs sont bel et bien partis. Delphine le voit se tordre dans tous les sens pour essayer de faire passer ses mains qui étaient attachées dans son dos à devant lui. Et finalement, il finit par y arriver, attrape le téléphone fixe de la maison et appelle immédiatement la police. Il parvient ensuite à détacher sa femme, puis sa fille, alors qu'elles sont toutes les deux complètement choquées, et c'est peu de le dire, par ce qu'il vient de se passer. La police finit par arriver, mais les ravisseurs ne seront jamais retrouvés.
Delphine va littéralement prendre des années et des années avant de s'en remettre, et ce n'est pas une expression. Après cet événement, ses journées vont être rythmées par des crises de panique constantes, c'est horrible. Heureusement, aujourd'hui sa terreur quotidienne s'est calmée, mais son sentiment d'insécurité qu'elle ressent, même lorsqu'elle est chez elle, continue d'exister. Ok, vous voulez une histoire à raconter le soir d'Halloween? Nous sommes le 30 octobre 1982 dans l'Iowa aux États-Unis encore. Marvin Brandland, un homme de 69 ans et sa femme Ethel, s'apprêtent à célébrer Halloween comme vous actuellement en fait. Dans la soirée, de nombreux enfants sonnent à la porte, demandent des bonbons, rien de plus classique en soi. La plupart des fois, ce sont des parents qui sont déguisés, avec les parents qui eux ne le sont pas, mais qui surveillent discrètement pour voir si tout se passe bien. Mais tout va basculer après que quelqu'un ait sonné à la porte. Bon, le petit couple commence à être rodé, ils préparent le petit pot de bonbons et vont ouvrir la porte ensemble. Mais là, ce ne sont pas des enfants qui sont devant la porte. Il s'agit plutôt d'un adulte, un homme a priori, masqué et déguisé en bandit. En gros, il n'a pas fait très compliqué, il s'est mis un sac en papier sur la tête. Et là, alors que le silence de quelques secondes commence à devenir gênant pour tout le monde, l'homme prononce une phrase troublante. Un bonbon ou un mauvais sort? Enfin, donne-moi tout ton argent ou je te tire dessus. Marvin et Ethel rigolent nerveusement. En fait, c'est une blague, forcément, ça ne peut être que ça. L'homme de 69 ans tente de dédramatiser la situation et demande à l'homme s'il veut des bonbons, mais l'étrange individu répète son ordre. Voyant qu'il n'est pas pris au sérieux, l'homme met sa main sous son déguisement et sort une arme qui semble, elle, bien réelle. C'est là qu'il leur demande l'argent se trouvant dans leur coffre-fort. Et attention, là c'est important parce que c'est un détail que seul quelqu'un de l'entourage du couple ne pouvait connaître. La tension monte, mais Marvin, qui est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, refuse de se laisser intimider. Sachant qu'il connaît très certainement la personne qui se trouve sous ce déguisement, Marvin décide de tenter un move hyper risqué et se jette sur l'individu pour essayer de retirer son masque. Malheureusement, le ravisseur semble ne pas avoir apprécié le geste parce qu'il n'hésite pas une seule seconde et tire à bout portant sur Marvin qui décède sur le coup. Le coup de feu brise le silence de la nuit, puis après ça, plus rien. Jusqu'au moment où c'est cette fois Ethel qui va réveiller le voisinage en hurlant de toutes ses forces. Le tireur, lui, se met à courir et s'enfuit avant de disparaître dans la nuit. Après ça, Ethel avertit bien entendu la police, une enquête est lancée, mais on va en frustrer plus d'un ce soir, on le sait, mais la personne qui a commis ce meurtre odieux ne sera jamais retrouvée. Malgré tous les témoignages d'Ethel qui a décrit l'homme comme elle pouvait, malgré les soupçons qui pèsent sur des proches de sa famille, bah rien. Plusieurs pistes sont étudiées, mais aucune n'aboutit. Aujourd'hui encore, la mort de Marvin Brandland reste une affaire non résolue hantant la communauté de Fort Dodge. D'ailleurs, pour l'anecdote, le quartier en question n'a pas refêté Halloween avant de longues années, par peur que le meurtrier du 31 octobre ne revienne. Thomas, qui nous raconte cette histoire, habite chez ses parents en pleine campagne et s'apprête bientôt à quitter le domicile familial pour ses études. Lui et sa famille vivent dans une petite impasse tranquille, isolée au milieu de nulle part, et le quartier le plus proche est à plus de 6 km, donc c'est sacrément loin. Et l'histoire commence une nuit d'hiver, alors que tombe près d'un demi-mètre de neige. Il faut bien comprendre que dans leur campagne, loin des grandes routes et un week-end en plus, ils savent que personne ne viendra déblayer les routes tout de suite. Tout est donc recouvert d'un épais manteau blanc et Thomas, fasciné par la neige, décide d'aller voir ce spectacle dehors même. Il se dirige donc vers la porte vitrée qui donne sur la terrasse à l'arrière, juste pour admirer les arbres couverts de neige et ces gros flocons qui tombent encore. Il commence à prendre quelques photos et c'est là qu'il remarque des traces de pas. Ouais, des traces de pas dans la neige qui mènent jusqu'à sa porte avant de faire demi-tour. Autant vous dire que ce n'est pas normal du tout, surtout qu'il neige toujours. Mais Thomas ne s'en fait pas. Pour lui, c'est forcément une blague de l'un des gamins du quartier. D'ailleurs, il remarque également que la grosse bouée gonflable accrochée à la rambarde qu'il utilise pour faire de la luge est complètement crevée. On est d'accord, c'est quand même bien méchant comme blague, et il se dit qu'il réglera son compte au gamin le lendemain. Bref, un peu épuisé, Thomas va se poser, sort son téléphone et scrolle un peu sur Facebook pour passer le temps, parce que oui, l'histoire date de quelques années. Puis il tombe sur le message d'une voisine qui habite dans la dernière maison de l'impasse et qui écrit « Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a frappé à ma porte arrière cette nuit ?» En lisant ces mots, Thomas se fige. Il décide de l'appeler pour voir ce qu'il se passe et lui raconte ce qu'il vient de voir chez lui. La voisine décroche et elle non plus ne comprend pas trop ce qu'il se passe et commence carrément à flipper. Alors Thomas passe un autre coup de fil, cette fois au voisin situé à la toute première maison de l'impasse,
et lui explique l'histoire. Le voisin en question va vérifier, et là, bingo, des traces de pas chez lui aussi. Petit à petit, chacun appelle les autres un peu paniqués, et la tension monte d'un cran dans tout ce quartier complètement isolé. Et en fait, au fur et à mesure des appels, Thomas et les voisins découvrent que toutes les maisons ont des empreintes de pas qui mènent aux portes arrière. Et finalement, ces traces de pas reviennent sur la route, sauf pour une maison, celle au fond de l'impasse. Avec une boule dans la gorge, Thomas rappelle sa voisine et lui explique la situation et les nouvelles. Au bord des larmes, elle comprend que quelqu'un est probablement rentré chez elle ou n'est pas loin. À ce stade, ils décident donc d'appeler la police, mais ces derniers leur répondent qu'avec la neige non déblayée, c'est impossible de faire venir une patrouille. La femme se met donc à paniquer de plus en plus et sent que quelque chose de grave va lui arriver. Et donc, face à cette scène, l'un des voisins lui envoie un message pour lui dire de venir chez lui juste pour être en sécurité. La femme accepte sans hésiter une seule seconde et en attendant la police, tout le monde s'organise pour placer des caméras avec des capteurs de mouvement face à toutes les sorties du quartier, histoire de surveiller. Bref, les heures passent et rien ne bouge. On est le soir vers 19 h et enfin un chasse-neige arrive suivi de 3 voitures de police. La femme retourne donc prudemment chez elle avec le couple qui l'a accueillie et ensemble ils attendent sur le pas de la porte pendant que des policiers fouillent la maison de fond en comble. Mais au bout de quelques instants, ils ressortent un peu bredouilles en disant qu'ils n'ont rien trouvé. Par contre, au fond d'elle, et c'est un peu inexplicable, la femme le sent et elle insiste. Elle sait qu'il y a quelque chose d'étrange et elle n'est pas seule, elle veut que la police retourne vérifier. Face à cette insistance, 2 policiers retournent donc bel et bien dans le sous-sol pour vérifier une dernière fois, et là, seul l'un d'entre eux remonte. Thomas et les autres voisins entendent la voisine éclater en sanglots et se dirigent vers la porte d'entrée, mais ils sont stoppés par les autres policiers qui leur demandent de rester dehors. Quelques minutes plus tard, ils voient 2 agents escorter un homme menotté, l'air complètement fou, hurlant et se débattant. Cet inconnu s'était tout simplement caché sous une trappe dissimulée dans l'escalier, un endroit dont même la propriétaire ignorait l'existence. En inspectant, ils trouvent des couvertures qui étaient de base rangées dans un placard à côté et un petit espace où l'homme avait posé des affaires juste à côté de la chambre de la femme. Tout le quartier apprendra plus tard que cet homme est en fait un toxicomane censé être surveillé et qui a déjà été arrêté pour violence aggravée. Les policiers expliquent qu'il avait eu une violente dispute avec son colocataire dans une ville voisine et qu'il avait volé sa voiture avant de se retrouver dans cette campagne enneigée. Encore aujourd'hui, on n'a aucune idée de ce qu'il comptait faire à cette fameuse voisine, mais l'homme semblait vouloir la tuer au moment de son arrestation. Bref, Thomas nous raconte que la femme n'est plus jamais retournée vivre seule chez elle et qu'elle a complètement changé après ça. Depuis ces événements, elle a passé des mois chez d'autres voisins et elle a fini par vendre la maison l'été suivant. Et cette femme aura vécu tout ça simplement parce qu'elle avait oublié de verrouiller sa porte arrière. Et voilà la commu, on espère que vous avez apprécié cette longue vidéo pleine d'horreur et de flip. Vous le savez, c'est Halloween, donc on met le paquet pour vous proposer du contenu que vous allez apprécier, on espère. Et c'est pas fini, bien entendu, on va vous proposer plein d'autres concepts divers et variés, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié la vidéo, vous le savez maintenant, c'est pour nous hyper important pour le développement de la chaîne. Pareil pour le petit like, vraiment c'est hyper crucial. Si vous voulez en savoir plus sur nous, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Et c'est tout pour nous, c'était Kratos et Joe. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao. Et c'est une fin de tournage, mesdames et messieurs. Le fameux pote part 2 secondes pour chercher un menton. L'ami. Le fameux pote part 2 secondes pour chercher un menton. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut sortir celle-là sur, en même temps sur Spotify. Et on peut sortir l'autre pour mardi prochain. Demain, il y a quoi déjà? Demain soir. Ah oui, il y a le jeu de rôle. Je pense que cette année, on a fait beaucoup de choses quand même.